Le destin d'un homme est une suite d'imprévus et de coups du sort, et il est vain de s'escrimer à rendre les choses prévisibles, car elles ne le sont jamais. L'homme prudent doit s'évertuer à apprendre à faire face, quel que soit ce qui se dresse sur son chemin. Précepte de Givangard, extrait du livre des chasseurs. Les premiers jours de voyage aux côtés des caravaniers avaient été difficiles pour Jürgen et Valmar. Les journées passées dans le froid à dos de chameau avaient entamé leur force physique ainsi que leur morale. Des heures durant, la caravane, qui comprenait une cinquantaine de personnes et plusieurs chariots, s'étirait le long de la route, à peine chahutée par le cahotement du convoi. Le paysage défilait lentement. Des maisonnettes isolées en bordure de forêt, parfois de petits domaines agricoles qui avaient cessé leur activité après les dernières récoltes pré-hivernales. Les hommes du convoi avaient remarqué la présence des deux étrangers. Leur façon de se tenir en selle sur les chameaux, leurs traits fins et la pâleur de leur peau ne laissaient planer aucun doute quant à leurs origines. Pourtant, ils n'avaient pas été mis à l'écart et avaient été traités comme tous les autres voyageurs. Lorien, le chef de la caravane, venait aussi souvent que possible à leur côté s'enquérir de leur état. C'était un homme dans la force de l'âge, accoutré d'une gandoura couleur sable, de laquelle dépassaient des bottines pointues. Il portait un petit bouc brun fraîchement taillé, et ses longs cheveux étaient attachés par un catogan de soie noire. Son regard était fier et perçant derrière ses hautes pommettes osseuses. Une fine moustache encadrait sa mâchoire carrée et achevait de lui donner un air respectable. On devinait, à l'entendre parler, qu'il était un homme instruit. Les attentions qu'il manifestait pour ces hommes comme pour les deux étrangers attestaient une certaine humanité. La promiscuité du convoi et des conditions de vie sur la route avaient permis à Jürgen de sympathiser avec Lorien. D'après ses dires, les choses sérieuses ne commenceraient que d'ici quelques jours, lorsque la caravane quitterait le dernier relais avant de s'enfoncer parmi les dunes du désert. L'homme, qui connaissait bien les lieux pour les avoir visités à plusieurs reprises, avait évoqué de sérieux périls. Bien que ni Jürgen ni Valmar n'avaient soufflé mot quant aux raisons de leur présence parmi le convoi, sa connaissance des derniers faits politiques le poussait à la prudence, notamment vis-à-vis des gens du califat. Lorien avait passé le mot: en cas de rencontre avec des autochtones, il faudrait absolument s'en tenir au protocole et savoir faire profil bas. La caravane arriva au relais de Feuilles Brunes par une fin d'après-midi venteuse. C'était une simple palmeraie, le long de laquelle couraient quelques bâtiments de pierre blanche qui abritaient une petite communauté de paysans. 2 ou 3 familles, tout au plus, qui vivaient ici et entretenaient le relais qui constituait le dernier refuge en bordure de désert. Une sorte de poste frontalier qui voyait passer traditionnellement les convois marchands, les petits groupes de chasseurs et même quelques pèlerins à l'occasion. La communauté disposait d'un petit cheptel de bovins, d'un modeste troupeau de chèvres et de quelques volailles qui vivaient en liberté autour des habitations. Sa principale richesse, le relais de Feuilles Brunes, la devait à son puits, qui semblait intarissable, et duquel on prélevait tous les jours des quantités d'eau abondantes, notamment pour entretenir la palmeraie verdoyante. Les 2 ouvreurs de la caravane se rendirent immédiatement dans l'enclos à Sorak, afin de déterminer quel animal ils allaient acheter avant de se lancer dans les dunes. Les Soraks sont de grands reptiles aux écailles multicolores qui sont capables d'accomplir des kilomètres sans boire une goutte, ce qui en fait les compagnons idéaux pour ceux qui veulent affronter la mer de sable. Leur tête est plate comme celle d'un serpent, bien que leur mâchoire soit pourvue d'une dentition sensiblement plus féroce. Elle est grosse comme 3 fois celle d'un cheval, ce qui rend les Soraks impressionnants, d'autant que leur corps est d'une taille proportionnelle. Les plus grands spécimens peuvent atteindre les 2 mètres au garrot et plus de 4 mètres de long si l'on tient compte de leur queue. Leurs pattes massives se terminent par des pieds à 3 orteils et un ergot arrière pourvu de griffes brunes de la taille d'une main humaine. Jürgen observait les désouvreurs qui avaient pénétré dans l'enclos et inspecté les bêtes avant de faire leur choix. Les 2 hommes taciturnes avaient traîné avec eux une gigantesque selle de cuir, différente de celle qui équipait les chameaux. L'assise était beaucoup plus large et permettait aux 2 hommes de se tenir côte à côte sur le dos de l'animal. À un instant, Jürgen se sentit rassuré de savoir qu'il ne devrait pas chevaucher les molosses écailleux. Il avait déjà mis plusieurs jours à s'habituer au pas des chameaux et à leur odeur fétide. Il se voyait mal changer de monture.
Lorien, qui assistait à la scène et supervisait le choix des ouvreurs, lui expliqua que les Soracs pouvaient atteindre une vitesse bien supérieure à celle des chameaux. Ils permettaient aux éclaireurs de faire des va-et-vient entre le convoi et l'inconnu. La nuit ne tarda pas à tomber sur la Palmeraie, et les hommes du convoi installèrent leur campement tout près du puits. Jürgen et Valmar décidèrent de profiter pour une fois du confort des bâtiments. Jürgen avait encore quelques pièces en poche et il jugea bon de les dépenser pour passer une bonne nuit dans un lit digne de ce nom. Ils dînèrent avec une partie de la famille qui avait préparé un délicieux plat à base de boulettes de viande et de légumes cuits à la vapeur. Les hommes et les femmes de la Palmeraie avaient le sens de l'hospitalité. Ils étaient avenants et savaient éviter de poser trop de questions. Lorien avait présenté les documents officiels qui autorisaient la caravane à franchir la frontière. Tout était en règle, et cela suffit pour être accueilli avec respect et bienveillance. La chose est survenue pendant la nuit, alors que Jürgen et Valmar avaient jeté leurs carcasses sur les couvertures de laine des couches de leur petite chambre au premier étage de l'un des plus grands bâtiments de la communauté de la Palmeraie. Vers le milieu de la nuit, alors que le vent glacial bruissait dans les allées d'arbustes en faisant trembler leurs feuilles chargées de rosée, les deux comparses furent tirés du sommeil par une suite de cris affolés qui provenaient des tentes des caravaniers. Les hommes du convoi avaient regroupé les chariots et les bêtes en arc de cercle autour de la margelle en pierre du puits, comme ils procédaient à chaque campement. Jürgen se leva d'un bond, le cheveu en bataille. Il poussa le volet de la fenêtre de la petite chambre qui couina, laissant pénétrer un rayon de lune paresseux. À présent, des bruits de combat se mélangeaient aux cris des hommes. Dans la pénombre, il aperçut plusieurs silhouettes de voyageurs qui se débattaient dans la nuit. Elles paraissaient assaillies par des ombres gigantesques qui flottaient parmi les toiles de tente. « Des spectres du désert, Valmar, lève-toi !» Le coup d'œil de l'aventurier lui avait révélé le danger lorsqu'il aperçut une silhouette immatérielle refermer ses bras sur le corps d'un chamelier dont le cimeterre traversa la forme sombre sans lui faire le moindre mal. Le chamelier s'effondra sur le sol en hurlant et l'ombre se déplaça de plusieurs mètres à la rencontre d'une autre proie. La panique s'était emparée du campement. De partout émergeaient des caravaniers, réveillés par l'assaut surnaturel. Débraillés et agités, ils s'enfonçaient dans la nuit en battant l'air avec leurs lames, en proie à un désespoir profond, lorsqu'ils réalisaient que leur ennemi était invincible. Valmar se saisit de son arbalète qu'il appuya sur le rebord de la fenêtre pour ajuster son trait. Le mécanisme vrombit et son carreau traversa l'une des ombres belliqueuses qui s'attaquaient à Lorien pour se perdre dans la nuit. L'instant d'après, le chef de la caravane s'effondra sur le sol, inerte, sans même avoir le temps de lâcher un cri. Jürgen se glissa prudemment sur le toit. Les tuiles glacées et glissantes l'obligèrent à se déplacer à quatre pattes en assurant ses appuis avec ses mains. En contrebas de la façade, il percevait les gens de la Palmeraie qui s'éparpillaient dans la nuit en direction du puits. Leur contre-attaque était vaine, mais elle avait le mérite de créer une petite diversion. Plusieurs tentes étaient éventrées, découvrant les couches des dormeurs prématurément transformés en cadavres. Jürgen se laissa glisser le long de la gouttière principale. Il sentit le choc de ses semelles sur le gravier froid et dur du sol. Tirant son épée, il se précipita dans la mêlée en hurlant. Le froid lui piquait les yeux et arrachait quelques larmes dénuées de sentiments, si ce n'est la rage d'observer le massacre de ses compagnons de voyage. Son pourpoint de cuir était encore à moitié ouvert et l'un de ses pans battait contre son torse alors qu'il allongeait ses foulées. Lorsqu'il toucha au but, parmi la violence du combat, Jürgen avisa une ombre qui surgit sur ses côtés. Il fit un mouvement circulaire en pointant sa lame pour tenter de bloquer la créature difforme. La chose avait écarté les bras pour tenter de l'étreindre. En apercevant les filaments d'ombre qui se refermaient sur lui, Jürgen prit machinalement une longue respiration et retint son souffle. Les bras spectraux se refermèrent sur lui et il sentit une immense vague de froid qui lui coupa le souffle. Dans un dernier effort, il chercha à se reculer, vacillant sous le choc thermique. Ses paupières se convulsèrent nerveusement et sa vue se brouilla. S'affalant de tout son long sur le sol, il perdit connaissance. Son cerveau, avant de s'éteindre, lui envoya une dernière image qui lui glaça le sang.
Pendant un bref instant, Jürgen aperçut son frère Ingvald. Attaché à un poteau de supplice, son grand corps musculeux était couvert de peinture, et un bras mal intentionné lui enfonçait lentement une lame dans le cœur, tandis que son visage se tordait de douleur. Juste avant de sombrer dans l'inconscience, Jürgen venait d'acquérir la certitude, avec ce flash horrifique et furtif, que son frère avait trouvé la mort. Lorsqu'il reprit connaissance, Jürgen gisait sur le sol poussiéreux, baigné par la lumière basse de ce soleil d'hiver. Agenouillé sur lui, Valmar suait à grosses gouttes en tentant de le faire boire. « Miséricorde, tu reviens enfin à toi. J'ai bien cru que je ne reverrais jamais ta frimousse. » La voix de Valmar était apaisante, même si Jürgen décelait aisément une pointe de désolation. Tout autour d'eux n'était que chaos dans la rosée matinale. Les corps des caravaniers et des gens de la communauté gisaient parmi les arbustes froissés de la palmeraie. Le massacre avait été total. Comme il reprenait des forces en jetant un coup d'œil circulaire, Jürgen fit une moue de dégoût en constatant le nombre de corps qui s'amoncelaient dans l'herbe souillée. Les restes du campement, un amas de tissus déchirés traînant en désordre sur le sol, témoignaient de la violence de l'assaut. La plupart des bêtes du convoi s'étaient enfuies, apeurées par les spectres du désert et le tumulte du combat. « Désormais nous sommes seuls, Jürgen, lâcha Valmar d'une voix douce et résignée. La caravane ne s'engagera jamais dans le désert. Fais un peu de tri parmi ceux qu'il restait, annonça-t-il, en désignant un monticule de matériel à quelques mètres de la margelle du puits. Nous avons des provisions pour plusieurs jours et quelques outils. Hélas, les chameaux ont tous filé. Il ne reste plus que notre ami Lézard, ajouta Valmar en pointant le Sorak récemment acquis par le convoi qui s'était allongé paisiblement et les fixait avec ses grands yeux gris, harnachés d'une grande selle en cuir dont les sangles passaient sous son ventre et contre ses flancs. « Nous ne prendrons pas la route du désert, Valmar, expliqua Jürgen en plissant le front pour prendre un air grave. J'ai eu une vision. Mon frère est mort, assassiné par ses ravisseurs lors d'une cérémonie macabre. Valmar se raidit à l'annonce de la terrible nouvelle. Après avoir attendu quelques secondes, comme s'il voulait témoigner d'une marque de respect envers la mort d'Ingvald, il rétorqua d'un ton laconique. « Comme tu veux, Jürgen. Tu sais que je te suivrai où que tu m'entraînes. » Jürgen se tourna vers lui et lui sourit aimablement. « Allons voir ce que nous avons là, lança-t-il en déployant sa grande carcasse pour s'approcher du tas d'objets qu'avait rassemblé son acolyte.